Vous l'avez compris, l'enjeu du film, c'est d'aller à la rencontre, ce que chacun d'entre nous peut faire, comme l'a fait Pierre Saval, le réalisateur que nous accueillons ce soir sur le plateau. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. C'est aussi la mission, le travail de ceux qui sont sur le terrain. Florence Rettali, bonsoir. Vous êtes éducatrice spécialisée à l'association Fratellens à Bastia. Vous travaillez aussi en Plaine orientale. Et avec nous aussi, Lionel Hoffman, travailleur social, vous, à l'association La Fraternité du Partage, qui œuvre essentiellement à Ajaccio, vraiment dans un lieu urbain. Enfin, c'est aussi la responsabilité, aller à la rencontre de ceux qui sont aux commandes des politiques publiques. Pour la CDC, avec nous, Bianca Fati, vous êtes conseillère exécutive en charge de la santé et du social. Pour l'État, Didier Médori, bonsoir encore une fois. Vous êtes le commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de Corse. Ensemble, plus ou moins, on le verra peut-être dans l'émission, vous tentez en tout cas de mettre en œuvre des moyens pour aller vers les plus démunis, et non plus que les plus démunis aillent vers les guichets des organismes. Avant de vous donner la parole, réécoutons Mika. Il parle de la gentillesse des gens, mais on entend en creux à quel point cela n'est pas suffisant. Je ne suis pas venu à Bastia, je suis resté sur Corté dans les bois. Ok. J'ai dormi dans les bois, on m'a prêté une tente. J'ai fait connaissance, je faisais la manche au magasin à Ponteletch, Super U. Okay. Que le monsieur était gentil, il m'a dit je veux pas que tu fasses la manche, je préfère t'offrir des sacs à manger. Okay. Mais comme j'étais dans les bois, il faisait chaud, il me donnait trop à manger, je dis je peux pas manger tout ça. Ouais. Non, ça pourrit, il faut toujours manger d'un seul coup. Et puis après, j'ai commencé à travailler un petit peu du camping pour des espaces verts. Ok. Il me donnait 20 € par jour. Je faisais des heures. Mais j'aime bien les espaces verts. Ça me plaît, c'est un bon métier. Moi, j'adore nettoyer. Non, mais j'adore nettoyer la planète. C'est un peu crasseux quand vous regardez, parce que les poubelles, on dirait qu'il n'y en a pas assez. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non ? Alors, rapidement, un tour de table pour vous, pour voir comment vous avez réagi à ce documentaire. Bianca Fati. Écoutez, moi je trouve que le documentaire est très beau. J'en parlais quand nous nous sommes vus tout à l'heure avec le réalisateur Pierre Saval. Moi, il y a une image qui m'a touchée beaucoup au début du reportage où il se met quasiment à genoux pour être vraiment face à ces personnes que l'on pense démunies de tout sens, quelque part. C'est vrai qu'on a une vision sur eux. On a l'impression qu'ils sont presque plus humains, alors qu'en fait, on voit vraiment qu'il y a un échange. Et c'est ça, moi, que je retiens de ce documentaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir, y compris nous dans le travail qu'on peut avoir. Bon, moi, par ailleurs, par le travail de médecin, j'ai eu affaire à eux bien souvent, mais c'est pas la même chose parce qu'on est dans le soin. Là, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un échange qui est vraiment très humain et c'est ça qui m'a marqué dans ce documentaire. Didier Médori, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce documentaire ? Qu'est-ce que vous retenez ? Tout d'abord, moi, je souhaite remercier le réalisateur et puis tous les intervenants à ce documentaire parce que c'est vraiment des témoignages qui sont à la fois émouvants mais qui nous appellent aussi et qui nous font réfléchir, qui nous font questionner. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est que la grande pauvreté dans laquelle se trouvent ces personnes montre une grande violence. Et la grande pauvreté, pour moi, c'est d'abord une violence avec une triple privation, la privation matérielle des biens qu'on connaît, la privation aussi, la privation de liberté, des gens qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas être autonomes. Et puis aussi, et je trouve que là, le documentaire le montre très bien, la privation émotionnelle. Je veux dire qu'on a des personnes, par leur situation d'extrême précarité, qui, effectivement, ne réalisent pas pleinement ce qu'est d'être un être humain, avec toutes les émotions auxquelles on a droit, effectivement, en tant qu'être humain. Et je trouve qu'on le voit très bien. C'est le premier sujet qui m'est venu. Et puis, le second point, c'est aussi une tonalité peut-être plus positive. C'est le lien qu'ont ces personnes et qu'ils ont exprimé pour la plupart d'entre eux par rapport au fait qu'ils veulent... peut-être pas du travail nécessairement, mais qu'ils veulent de l'activité, ils veulent être dans la société, ils veulent agir, ils veulent avoir des revenus par eux-mêmes. Et je crois que c'est aussi un sujet très, très, très important. Florence, qu'est-ce que vous avez gardé de ce film, vous qui agissez au quotidien avec ces personnes ? Alors, moi, je connais toutes ces personnes, puisque... de les voir à l'écran, tous d'entre eux viennent à l'association Fratellens, ou en tout cas ont fréquenté à un moment donné dans leur vie. Eh bien, je rejoins tout à fait monsieur.
Je pense que ces personnes manquent de lien, ne se sentent pas exister de par leur situation. Est-ce que l'image dont Pierre Saval que le film a rendue correspond à... Tout à fait. Ça reflète tout à fait ce qui est. Lionel Hoffmann. Moi, j'ai envie de dire d'abord merci aussi pour ce film, cette galerie de portraits qui est passionnante. Moi, ça fait 25 ans que je suis à la Fraternité du Partage, un peu plus d'ailleurs. Et j'ai envie de dire que ça ne m'apprend rien de nouveau. Et en même temps, que c'est toujours nouveau parce que la grande marginalité, la pauvreté et la misère, ce n'est pas quelque chose de générique. C'est vraiment des situations personnelles, particulières, qu'on retrouve très très bien exprimées dans le film. Ce que je retiendrai peut-être, ce que j'extrairai dans un premier temps de ce documentaire, c'est surtout le rapport à la valeur travail. On en reparlera dans la deuxième partie. Voilà. Dans la deuxième partie. Pierre Savali, avant encore de vous donner la parole, je voulais quand même qu'on écoute Abdel, parce que vous avez tenté un pied entre les deux mondes, et je voudrais qu'on écoute Abdel nous dire aussi le regard qu'il porte sur les gens heureux. Écoutez ça. J'ai toujours vécu entre le continent et l'île de beauté, comme ils disent. Ma mère, elle a grandi ici, voilà. D'accord, tu connais du bon. Ouais, voilà. Ouais. Ça fait des années que je suis pas venu. Après, je suis resté chez ma mère, j'ai eu des galères de travail là-bas sur Marseille, un peu ici à Ajaccio. Après, je travaillais, les gens ils payaient pas. Après, Tu as bossé où? Dans les boissons, les canettes, remplissais les machines, tu vois. Les hôtels, nettoyage, les conneries, quoi. Les espaces verts, chantier. Après, je voyais que ça payait pas assez. Après, je recevais pas ma paye, j'ai taillé, j'ai dit c'est bon. Je connaissais déjà comment c'était. Et ça fait combien de temps que tu es à Bastia? Bastia, là, ça va faire bientôt un mois. Hein. D'accord. Ouais, Bastia, je connaissais. Là-bas, c'était à l'époque quand il y avait le foot, hein, quand ils avaient un bon club. Ça fait bien, tu vois, de vivre du tourisme, tu vois. Ils ont besoin de la Corse, ça a toujours été comme ça depuis des siècles et des siècles. Hein. C'est grâce au bateau que, tu vois, l'île la tient. Et quand tu es en galère, est-ce que c'est quelque chose avec les touristes. Qui va impacter, toi, ta vie, ou ça change rien? Si, non, ça met un coup, mais après, faut pas que ça change quelque chose pour toi. C'est-à-dire, ça met un coup, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu vois les gens heureux comme ça, c'est vrai que ça met un coup. Tu vois, t'as envie de te dire, ouais, si je pouvais avoir l'appartement, aller quand même balader avec une serviette, aller à la plage, rentrer à 11h chez moi, je serais bien. Abdel se fait aussi quelques idées sur les gens heureux qui rentrent chez eux tous les jours à la plage. Pierre Savali, oui. Ce travail, c'est vraiment un acte volontaire. Vous avez voulu faire presque une expérience pour vous-même. C'est quelque chose que je portais depuis longtemps et que j'osais pas vraiment poser, peut-être. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, tout était réuni pour que je puisse faire ce travail là, maintenant. Et je pense qu'on fait toujours ce genre de... c'est pas un travail qui est neutre. Donc je le fais pas juste comme ça, je le fais aussi pour moi. Je saurais pas expliquer pourquoi. Alors, on voit dans votre travail, il y a des figures qui sont aussi absentes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, alors je suis un peu embrouillé parce que, effectivement, après avoir vu le film, évidemment, moi, je l'ai vu un certain nombre de fois, mais c'est toujours assez compliqué pour moi de revoir des images du film, parce que je ne revois pas un film, je revois, je les ai embrouillés plusieurs fois, parce que voilà, forcément, je vois bien d'autres choses à travers les personnages qui s'expriment, et du coup, j'ai oublié votre question. Et on n'a pas vu beaucoup de femmes dans votre il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de femmes à la rue. Je pense aussi qu'elles sont peut-être plus discrètes, moins exposées. Je pense que les dispositifs sont peut-être plus réactifs quand il s'agit de femmes, c'est ce que j'ai pu entreapercevoir. On voit quand même Vanessa qui a accepté que je la filme, alors pas totalement de face. C'est pour ça qu'on a ces images un petit peu comme ça. Ouais. Mais qui dit des choses extraordinaires, qui est très touchante. Et non, mais il y a des femmes à la rue, il y a des femmes qui vivent des situations aussi dramatiques. Et à Bastia et encore. On a plutôt des portraits de gens qui sont de passage, même de passage depuis très longtemps, installés Bastier depuis des années. Est-ce que ça veut dire que la misère, quand on est né ici et qu'on n'est pas dans la rue, est-ce que ça veut dire ça ou ça veut dire autre chose? Alors, moi, j'en sais rien parce que j'ai vraiment voulu limiter le périmètre géographique au centre, au cœur de Bastia.
Que vous avez magnifié d'ailleurs, vous avez rendu cette parce ville, que je l'ai pas magnifié, cette ville est belle. C'est une ville très agréable à vivre, c'est une ville que j'aime beaucoup et je ne voulais pas donner l'impression que parce qu'il y avait des gens dans la détresse, que la ville, voilà, c'est pas du tout le cas. Et la ville est très très belle, je pense que ça a un impact sur les gens qui y vivent, y compris les gens qui sont à la rue. Donc ça règle rien, mais ça a quand même un impact, voilà. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que vous avez appris dans ce film ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Alors j'ai découvert des choses. Parce qu'on sait ce que vous nous avez appris, mais vous-même... J'ai découvert une multitude que j'imaginais pas à ce point-là, même si j'avais beaucoup discuté en amont, même si j'étais déjà passé voir les gens qui travaillent sur le terrain, etc. J'imaginais pas rencontrer autant de monde. Je n'avais pas prévu de faire un film avec autant de personnages. C'est très compliqué de monter un film avec autant de personnages et des personnages aussi riches, des gens qui portent autant de choses, quoi, qui disent autant de choses pertinentes et intéressantes. Et j'ai pas pu vraiment faire de tri. J'ai presque utilisé toutes les personnes que j'ai filmées, parce que voilà ce que vous disiez tout à l'heure, chaque personne a un parcours très 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 singulier. Évidemment, ils ont un point commun, c'est qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés ou ils se retrouvent à la rue dans une situation d'extrême pauvreté et de grande détresse. Mais à chaque fois, c'est des situations très particulières et ça, c'est vraiment étonnant. On pourrait s'imaginer, comme ça, c'est quelque chose qui se colporte, on va dire, que c'est suite à un accident de la vie, qu'on arrive et puis qu'on s'effondre et qu'on finit par arriver à la rue. Je pense que c'est bien plus lourd et bien plus compliqué que ça, et c'est souvent lancé bien plus en amont. C'est ce qu'on va revenir là-dessus d'ailleurs avec vous tous. Mais avant, je voulais passer quand même quelques chiffres pour dire en Corse la pauvreté. Même si la grande pauvreté, c'est encore un enjeu de comptage. On ne sait pas combien il y a de personnes qui vivent dans la rue, mais on y reviendra. En tout cas, en Corse, donc, on sait que 18,5% de la population corse est en dessous du seuil de pauvreté voilà, donc on considère que les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté sont pauvres. Ça concerne donc 63 000 personnes sur les 340 000 habitants que nous sommes, 23 000 enfants et jeunes de moins de 30 ans. Voilà pour ces quelques données. On verra aussi qu'il y a une grande diversité dans le territoire. En tout cas, pour aborder cette première partie aussi, paradoxe du Covid, hein, vous l'avez tous dit quand on a préparé cette émission, c'est qu'en fait, ça a donné l'occasion de travailler sur des publics qui étaient complètement en dehors des politiques publiques, ou en tout cas assez éloignés. Et il y a eu plusieurs expériences novatrices. C'est le cas pour vous, Florence, et c'est le cas aussi pour vous, Lionel, de vraiment à Ajaccio, l'accueil de personnes très éloignées du travail, mais très proches aussi qui vivaient tout le temps dans la rue, ont pu être accueillis à travers un village qui s'appelle Paese di Legno, où vous accueillez maintenant des personnes qui normalement n'avaient pas droit d'avoir des hébergements de nuit, à savoir des gens alcoolisés, des gens qui avaient leurs chiens. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez déjà fait depuis 6 ou 7 mois, je crois ? Alors, je voudrais d'abord dire que Paese di Legno, c'est l'aboutissement d'un long processus historique. Parce que sur Ajaccio, la lutte contre le sans-abrisme, ça fait 25 ans que ça existe. Et c'est une lutte interassociative contre le sans-abrisme. Et on doit concevoir le fait que la grande marginalité, elle est toujours repoussée. Alors, la grande marginalité, c'est les gens qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue. C'est ça, ceux qui ne peuvent pas intégrer les structures. Voilà. Et elle est toujours repoussée, et elle repousse toujours. Oui. Donc, depuis 25 ans, il y a toujours ce public il y a toujours un public qui reste à la marge de tout ce qui est proposé, de tout ce qui est mis en place, des nouvelles structures, etc. Le déclencheur, ça a été, alors au bout du processus, je ne vous ferai pas tout l'historique, mais le déclencheur, ça a été la crise du Covid. Où on nous a demandé... Lionel, excusez-moi, je vous coupe, parce qu'on va revenir vraiment aussi sur la manière dont on monte les projets, leurs difficultés parfois, mais là, sur l'expérience des personnes que vous accueillez donc à Paese di Legno, comment ça se passe et qu'est-ce que vous apprenez, du coup, vous aussi, en accueillant ces nouveaux publics, hein ? Alors, ce qui se passe, c'est que... Alors, d'abord, la définition du lieu lui-même, c'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de répit. Mmh. Avec, en perspective quand même, la possibilité de faire émerger quelque chose qui est de l'ordre de l'inclusion. C'est-à-dire que les gens qui sont hébergés puissent retrouver leur capacité à évoluer positivement et à retrouver de l'inclusion. C'est pas simplement pour les poser là.
Hein, d'accord. Donc, un des enjeux aussi, c'est... Combien il y a de personnes aujourd'hui à Pays Il y en a 16 ou 17, je crois. Et donc, il doit rester un ou deux chalets à disposition. Voilà, disponibles. Voilà. Et donc, un des enjeux de cette inclusion, c'est d'arriver à vivre aussi en collectivité. Enfin, voilà. Pas en communauté, mais en collectivité en tout cas, de retrouver les liens entre les personnes qui sont extrêmement différentes. Hein. C'est des personnes très très différentes qui viennent d'horizons très différents. Et pour l'instant, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous avez... Ça se passe bien. Alors, on a eu un peu de difficultés au départ parce que la mise en place du règlement très très basique, ça a été un peu compliqué, surtout au niveau des addictions de certains. Ça a généré de la violence, etc. Voilà, donc il a fallu réguler, etc. C'est expérimental pour tout le monde. Hein. Donc l'idée centrale et qui est très importante, c'est que les gens qui sont là-bas ont une clé. Ils rentrent chez eux. Ils ont un toit. Alors, c'est un peu une résidence quand même, parce qu'on a quand même on gère quand même un lieu, hein, nous, Fraternité. Mais en même temps, ils rentrent chez eux, ils ont une clé. Ils ont un espace qui leur est tout à fait personnel. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien. Le village, je vais dire, se remplit petit à petit. Les gens s'apprivoisent les uns les autres, apprennent à se connaître selon des temporalités extrêmement différentes, parce qu'ils sont très très différents les uns des autres aussi dans leur manière d'évoluer. Hein, voilà. Avec donc cet accueil, il se fait aussi donc avec. Combien il y a de travailleurs sociaux dans le Pays d'Ille-et-Vilaine? Il y en a 3. Et 3 surveillants jour et nuit, hein, pour les 2 jours pour les week-ends et les jours fériés. Voilà. Et voilà. Florence Serret-Ali, donc vous, alors là aussi, un dispositif très, très récent, vous avez démarré au mois de mai ou au mois de juin, vous nous redirez. Vous avez donc créé une équipe mobile. Je pense qu'on peut voir quelques images de votre travail. Et alors ça, c'est effectivement très innovant, à la recherche de personnes qui n'étaient connectées avec... aucun système social ou d'aide ou de suivi, en tout cas régulier. Racontez-nous un petit peu cette équipe mobile qui va vers la plaine orientale, dont on rappelle que c'est la région la plus pauvre de Corse. Mais l'idée de cette équipe mobile, c'est d'aller vers les personnes qui ne vont pas vers les institutions. Et ces personnes sont de fait coupées de tout. Et ne s'autorisent pas aux soins, ne s'autorisent pas à rien, en fait. Donc, c'est l'idée... Qui sont-ils et combien? Combien? Alors, depuis que nous avons commencé l'équipe mobile, nous avons actuellement 145 personnes repérées. Et c'est que le début. Parce que derrière ces 145, on peut multiplier par... Je ne saurais pas vous le dire exactement, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Ces personnes vivent dans des tentes, alors, dans des il y a des paillages. personnes qui vivent dans des squats, il y a des personnes qui vivent dans des campings, il y a des personnes qui vivent dans des endroits où on ne peut même pas dire... c'est même pas qui vivent, je ne sais pas s'ils vivent, en tout cas ils survivent, c'est des lieux où ils sont parqués à je ne sais pas combien, où ils sont exploités parce qu'on leur demande de l'argent pour payer des endroits où ils ont à peine de l'eau, à peine, et même pas un lit pour dormir. Des fois c'est des cartons par terre, un vieux matelas, une vieille couverture, enfin voilà, c'est des choses assez... Et Florence, ces personnes-là, vous les avez rencontrées. C'est votre travail, en fait, c'est votre démarche qui a fait que on les a rencontrés, qu'ils existent d'une certaine manière, en tout cas auprès des services sociaux. Alors ils existent, ça fait bien longtemps que ces gens-là existent. Hein. Auprès des services sociaux. Alors auprès des services sociaux, alors c'est ce qu'on appelle souvent les invisibles. Hein. Vous avez un confrère, Antoine Albertini, qui a écrit un livre à ce sujet. Et qui explique tout à fait bien ces gens que je rencontre moi tous les jours. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des travailleurs saisonniers qui viennent avec un camping-car ou dans une voiture et qui sont là pour quelques mois pour faire la saison des clémentines, la taille des vignes, ramasser le raisin, etc. Et ben, souvent, ces personnes aussi... Vous vous attendiez, Florence, à rencontrer autant de personnes quand vous avez démarré votre travail? Alors, je m'attendais à rencontrer autant, non.
ce qui m'a heurté, c'est en fait la grande précarité dans laquelle ils se trouvent. Parce que quand on me dit, voilà, là, il y a un squat, mais ce sont des travailleurs. Quand je me rends sur ce squat, effectivement, c'est des gens qui travaillent et qui viennent me voir en disant, bon, là, j'ai un problème parce que le patron, il nous a demandé de travailler, on devait signer notre contrat, il ne nous l'a pas fait signer, du coup, on n'est pas payé. Et c'est des gens qui, à la base, ne sont pas forcément en précarité et qui le deviennent très vite parce qu'ils voilà, ils rencontrent des gens pas très honnêtes. Bon, il y en a des honnêtes aussi, mais et qui ne les payent pas et qui donc pour pouvoir ne serait-ce que repartir chez eux, il faut qu'ils retrouvent du travail. Et ils sont dans un engrenage où ils sont là pour quelques mois et puis finalement ils se retrouvent dans des difficultés qui augmentent. Sans pouvoir se soigner aussi, parce que souvent quand ils font appel à moi, ils n'ont pas de carte vitale, ils n'ont pas de... Et souvent quand ils font appel à moi, c'est qu'ils sont déjà malades, ou déjà dans un processus où c'est urgent. Florence, vous avez déjà vous travaillez aussi en ville, hein. Oui. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces personnes que vous avez rencontrées dans une zone plutôt agricole, avec des villages éparpillés, beaucoup de travailleurs agricoles, de travailleurs immigrés, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le travail que vous avez effectué en ville et dans cette zone rurale ? C'est pas du tout les mêmes personnages, en fait. C'est pas... en ville, voilà, le film de Pierre reflète tout à fait les personnes que nous rencontrons au centre d'accueil de jour de Fratellanza. Les personnes que je rencontre à l'extérieur ont d'autres problématiques. Moi, je rencontre des gens qui sont, pour certains, sur le territoire depuis 4 ans, 5 ans, qui se cachent parce qu'ils ont peur d'être renvoyés chez eux, qui n'ont pas de papier. Pour certains qui ont des obligations de quitter le territoire et c'est compliqué. Donc ils se cachent davantage. Donc ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Parce qu'ils travaillent, sans tout le monde contrat. Travaille, dans votre... Alors, tout le monde, beaucoup d'entre eux travaillent, oui, effectivement. Après, il y en a qui ont des problèmes de santé, qui peuvent pas travailler et qui sont dans la survie aussi. Mais c'est des gens qui voudraient pouvoir travailler d'une façon légale, qui voudraient... parce qu'il y a du travail dans la plaine, il y a beaucoup de demandes. Et ces gens-là sont exploités de par leur manque de papier, leur situation très inconfortable et qui bénéficie à certains et qui jouent de ça. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à propos du travail, encore un extrait où on entend Belkacem et Gaël parler du travail et vous allez voir, vous allez reconnaître les propositions que vous dites et aussi une autre figure. Écoutons cette Belkacem et Gaël. Moi, j'ai vu des gens qui insultent leurs ouvriers. Non, moi, j'ai pas besoin de ton travail. Moi, j'ai ma fierté. La fierté, c'est avant l'argent. Je sais me débrouiller et je fais pas la manche, moi. Je tombe ma main à personne. Et je demande à personne de me prêter de l'argent. Qu'est-ce qui te manque le plus, là, aujourd'hui ? Travail. Parce que même si je n'ai pas d'appart, du travail, pour avoir une vie sociale normale. Être reconnu comme une... entre guillemets... normal. Puis me faire traiter de clochard, va bosser. Des fois, il y en a qui disent va bosser, mais j'ai bossé, j'ai le droit au chômage. Mais ça, ils s'en foutent. Ils te voient en train de faire la manche, pour eux. Tu vois, t'es pas une personne normale. Ça vous a surpris, Pierre Savalien, l'importance de ce discours sur le travail dans ce documentaire ? Ce qui m'a surpris, c'est que j'imaginais rencontrer des gens qui ne travaillaient pas du tout. Pour X raisons, mais bêtement, je m'attendais à ça. Et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens que j'ai rencontrés, en tout cas, sont des gens qui, ponctuellement ou régulièrement, travaillent. Voilà. Donc, toujours dans des conditions, comme disait Florence, particulièrement précaires. Effectivement, la situation de ne plus avoir de papier. Précairement injuste, même. Y compris pour des citoyens français ou européens, ressortissants européens, dans la situation dans laquelle ils sont. C'est-à-dire bien souvent, ils ont perdu leur propre papier, l'identité française ou européen. Et à partir de là, il n'y a plus de carte vitale, il n'y a plus tout le reste, il n'y a plus tous les documents administratifs minimum. Et effectivement, ils peuvent rencontrer des patrons peu scrupuleux qui vont les faire bosser, ils vont s'investir, ils vont travailler quelques jours, et puis... ça s'arrête. Bien trop souvent pour ne pas être payés. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu...
Ça aurait pu être anecdotique, ça aurait pu être l'affaire d'une ou deux personnes, mais c'est revenu systématiquement, de façon différente à chaque fois. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, vraiment surpris. Lionel Hoffmann, pour vous, la question du travail sur les personnes que vous rencontrez, avec lesquelles vous travaillez, au contraire, vous dites, c'est souvent quand les gens parlent, même dans le documentaire, vous me disiez, ils en rêvent, mais la plupart ne seraient pas capables, en fait, de travailler. C'est ce que vous ressentez, y compris au Pays et d'Ilaine, des personnes très, très éloignées. Quand on est dans la grande pauvreté, pour vous, c'est plutôt qu'on est très éloigné du travail pour des raisons de santé, d'addiction. Tout à fait, oui. Mais il faut encore l'accepter, que les gens l'acceptent. Voilà. Le travail, ça reste pas un fantasme, mais souvent une illusion. Mais en même temps, c'est parce que les gens sont loin de ça. Et en fait, ce qu'ils veulent exprimer par là, c'est la question de leur dignité. La dignité pour un homme, c'est pas ça, par le travail, ça c'est la première chose. Oui. La deuxième chose aussi, c'est souvent exprimé, c'est que si je travaille, j'ai l'esprit occupé, donc je pense pas à mes problèmes, etc. Alors, actuellement se développe l'expérience des premières heures. Je me souviens plus exactement du programme Premières Heures. Pardon ? Le programme Premières Heures. Le programme Premières Heures de l'association Convergence, oui. Où on permet à des personnes qui sont éloignées du travail depuis longtemps de reprendre, alors 3-4 heures par semaine, ça dépend, ça peut être 1 heure, ça peut être 4 heures, etc. Voilà, pour se remettre en condition, pour remettre le pied dans l'activité. Voilà. Bon. Ça reste modeste, mais ça peut aller crescendo selon... voilà. Et donc ça veut dire que la société s'est aussi rendu compte qu'à un moment donné, il y a des gens qui, s'ils vont directement, même dans les chantiers d'insertion, ils sont en échec. Ils se mettent en échec. Donc du coup, ça abîme encore plus la dignité. C'est-à-dire que... Et puis ça va, puis ça les éloigne. Donc en tout cas, en vous écoutant... grande pauvreté, c'est-à-dire là-dessus on est d'accord, des personnes qui vivent dehors, qui n'ont pas de conditions minimales de vie, d'habitat, mais avec des profils très différents, certains qui sont totalement éloignés du travail, d'autres au contraire qui sont très très rapprochés dans des conditions et qui ont bien compris comment fonctionne le marché du travail dans ces zones agricoles dont on connaît l'histoire de l'exploitation. En plaine orientale, il faut quand même rappeler qu'on parle toujours de 18,5% de taux de pauvreté en Corse. En plaine orientale, ce taux de pauvreté atteint 29%. Alors qu'il est de 11%, par exemple, dans le pays ajaccien et dans la Piève d'Ornane. Donc, on a toujours en tête ce 18,5% de pauvres, mais en fait, il y en a beaucoup plus dans certaines régions, notamment en Orient, où 41% des enfants, nous dit l'INSEE, sont touchés par les problèmes de pauvreté, enfin par le seuil de pauvreté. C'est une région très, très particulière pour ça. Il y a aussi la question de la santé, les uns et les autres. Et d'après ce que je comprends, c'est aussi une question majeure, en fait, pour la pauvreté. Je vous vois acquiescer, Bianca Fasi. Oui, vous rappeliez l'enquête de l'INSEE que nous avons commandée. Je l'avais commandée, en fait, pendant le Covid. Pourquoi vous avez cité ces chiffres ? Parce qu'on a justement voulu faire un petit peu par intercommunalité. Et effectivement, la plaine orientale, dont je suis originaire, est la plus pauvre. C'est aussi un moyen, parce que je crois qu'il va falloir qu'on travaille avec les intercommunalités, ce que vous disiez est très intéressant, enfin, si je peux dire intéressant, parce que les gens que vous avez rencontrés, en fait, échappent à toutes les aides sociales et les aides également à l'accès aux soins. Et ça, c'est ça qui est dramatique, parce qu'eux-mêmes ont peur d'aller vers les services. Les services les ignorent puisqu'ils n'existent pas quelque part, ils ne sont pas comptabilisés. Donc forcément, d'un point de vue social et d'un point de vue sanitaire, ils échappent. Et ça, c'est dramatique. Donc on essaye, c'est pour ça là, qu'on travaille de concert avec les associations, parce que les associations font un travail énorme sur le terrain. Et ce sont elles qui peuvent amener vers les travailleurs sociaux et vers la CPAM ou d'autres, ou même des médecins, vous voyez. Donc c'est sûr que ça, ce qui est dramatique, c'est les gens qui échappent. On est vraiment là, au cœur de la grande précarité, parce qu'ils ne sont nulle part, ils n'existent pas en fait. Le programme, cette équipe mobile que vous avez initiée depuis quelques mois, ça a d'ailleurs été lancé par l'ARS au départ. C'est une initiative de l'Agence régionale de santé. Absolument. Nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS. Et donc, nous avons lancé cette équipe mobile.
Votre question, ça veut dire que la santé est vraiment aussi un point oui, la santé, mais c'est essentiel. Majeur. On parle du travail, de l'absence du travail, de l'exploitation au travail, mais en fait la santé... Moi je vous dirais presque 100% des personnes que je rencontre, presque, allez je vais dire 99, c'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. Mais même des gens... dans la plaine, tous ces travailleurs sans papier, parce qu'il y a des patrons qui voudraient les embaucher. Moi, des fois, ils me téléphonent, les patrons, en me disant mais on voudrait bien, mais il n'y a pas de papier, on peut pas. Et ces gens-là qui n'ont pas de papier, ne se soignent pas. Ils ne vont pas vers les institutions, parce que de fait, ils n'ont pas envie d'être déjà repérés, parce qu'ils sont de manière illégale sur le territoire. Et leur crainte, c'est qu'on les renvoie chez eux, c'est tout ce que ça peut impliquer derrière. Et donc, ils ne s'autorisent pas à se soigner. Alors, il y a la question du soin, on va dire classique, mais il y a aussi la question des addictions. On va écouter Vanessa, que vous avez rencontrée pendant votre documentaire. Vous connaissiez sans doute avant Vanessa, qui est la seule femme que vous avez, qui est présente dans votre film, et qui pose la question, et qui témoigne en tout cas de la question des addictions aussi dans la grande pauvreté. Ils ont dit que pour le moment, c'était mieux que je me repose, que ma santé, que je vois pour mes enfants, tout avant, une chose après l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que j'ai appris. Je crois que moi, je suis arrivée en bas quand même, très en bas. Je ne sais même pas comment je suis arrivée aussi bas. Parce que moi, j'ai grandi dans... je connais les dégâts de l'alcool et de la drogue, et ça n'aurait pas dû m'arriver. Moi, je veux juste être chez moi, c'est tout. Moi, j'ai même plus besoin d'alcool ou quoi. Mais c'est pour ça aussi que je veux pas retourner dans la rue. Parce que j'ai pas envie de rôder... Tu sais que si tu retournes dans la rue, ça va être... je vais être entourée que d'alcool encore. Et il suffit qu'un jour j'ai le cafard, je sais pas moi. Puis même, j'ai pas envie de redormir dehors, à me peler le cul. Est-ce que les institutions que vous représentez, Bianca Fad et Didier Médor, et les associations ici, vous êtes d'accord les uns les autres pour tenter vraiment de faire un travail auprès des gens qui sont en addiction? On le voit avec l'expérience sur la question de l'alcoolisme avec Paesi Dileigne. Ou est-ce que l'addiction demeure, les addictions quelles qu'elles soient, demeurent un frein aux soins, Didier Médor, à la prise en charge sociale? Pour revenir sur les deux exemples qui ont été cités, à la fois Paesi Dileigne à Ajaccio et puis l'Aller Vert dans la plaine orientale, qui sont deux projets qui sont financés, qui sont initiés et financés par l'État, systématiquement, on intègre effectivement la question de la santé et de l'accès aux soins. Je veux dire que c'est indispensable. Ça a été dit très justement. En gros, plus on est dans la pauvreté, plus on a des problèmes de santé. Soyons clairs. C'est ça, plus on est inclus dans la société, moins on a de problèmes de santé, on a d'autres problèmes de santé éventuellement qui ne sont pas les mêmes, de même type, hypertension, etc., obésité éventuellement. Voilà. Donc, oui, bien sûr, et on est alignés tous autour de la table sur le fait que la santé, c'est une composante essentielle. La lutte contre la pauvreté, pour ce qui concerne l'État, on le repose sur 4 piliers: l'alimentation, l'hébergement, la santé et l'éducation. Donc la santé est totalement intégrée. Et donc c'est pour ça qu'on finance notamment des actions de ce type, avec une problématique d'accès aux soins, effectivement, qui est très importante. Et sur les personnes, alors Paesi Dileigne, on peut aussi poser question, c'est-à-dire est-ce que du coup on n'enferme pas les gens dans un lieu pas fermé d'ailleurs parce qu'ils ont leur clé, mais est-ce que ça permet est-ce que pour certains on dit on les maintient dans leur addiction d'alcool dans ce cas-là, ou au contraire est-ce qu'il y a un accompagnement et ça vous oblige vous à avoir des accompagnements spécifiques et précis que vous ne faisiez pas avant? Je crois que ce qui est très important de comprendre, c'est que d'abord, on accueille les gens tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, avec leurs addictions, parce que la question de l'addiction, notamment sur l'alcool, il faut bien savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est de la polyaddiction. Il n'y aurait pas que l'alcool. L'alcool, c'est l'alcool, plus des drogues, des produits toxiques, des médicaments, etc. Il y a de tout, d'accord ? Donc on accueille les gens tels qu'ils sont, et à partir de là, on peut les accompagner vers vers une réduction des risques, surtout des risques pour leur santé. Avec, là, on a mis en place des permanences, donc il y a Médecins du Monde, il y a Addiction France qui vient faire des permanences aussi sur le site, etc. Donc il y a quand même une prise en charge sur place
Donc là, ils peuvent avoir accès à des professionnels qui peuvent les accompagner, etc., et faire évoluer la situation, voilà. Ou en tout cas éviter qu'elle s'empire. Voilà. Donc je pense que ça, c'est fondamental. Hein. Alors jusqu'à présent, on a parlé de la grande pauvreté, de la grande précarité. On peut tous s'interroger, savoir est-ce qu'il y a des liens entre la pauvreté, comment on bascule, est-ce qu'on peut basculer de la pauvreté à la grande pauvreté? Et ça, c'est tout l'enjeu de vos politiques publiques. Je ne vous ai pas donné beaucoup la parole jusqu'à maintenant, mais maintenant, c'est à vous. Ces deux expériences donc, ont été financées par le plan, la stratégie nationale contre la pauvreté qui avait été votée en 2018, avancée par Emmanuel Macron. Quant à la collectivité de Corse, depuis 2017, vous avez voté un plan de lutte contre la précarité. Est-ce que vos plans ont abondé les projets dont on parle? Alors, oui, il y a deux dimensions dans ce que vous dites. Il y a le plan sur la précarité que Gilles Simeone avait porté en 2017, un peu avant le plan du président Macron. Tout à fait. Et à l'époque, nous avions rencontré le délégué interministériel. Et je vous rappelle qu'il avait été annoncé 8 milliards d'euros sur la précarité. Bon, je pense qu'on en est un petit peu loin. Effectivement, nous avons conventionné, nous, avec l'État. Donc nous avons, bon après ce sont des chiffres de l'ordre de 2 millions. Vous avez conventionné pour 3,4 millions, moi j'ai trouvé 3,4 millions sur la période 2019, 2020, 2021. Un petit peu moins, mais c'est surtout qu'on avait 5 actions en commun, donc notamment la sortie des jeunes majeurs, je tiens à le dire parce que c'est important aussi. On sait que dans les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes majeurs, qui sont les anciens MNA, les anciens mineurs non accompagnés, ou les jeunes qui sortent de l'ASE, 1 sur 4 se retrouvent dans la rue. 1 sur 4. Ah oui, c'est un chiffre important. Donc, dans notre convention, il y avait la sortie des jeunes de l'ASE, qu'ils soient accompagnés au-delà de 18 ans, parce que le texte dit, texte légal... L'ASE, c'est donc l'aide sociale à l'enfance, dans lequel c'est là où les enfants sont placés. Absolument. Et on a entendu beaucoup parler de ce scandale national, puisqu'effectivement, une grande partie des gens qui vivent aujourd'hui dans la rue sont issus, en fait, de l'ASE, donc un système... Donc la collectivité a fait le pari de les accompagner au-delà de leurs 18 ans, les accompagner vers l'emploi, de leur assurer un logement. Ça, c'est important. Ensuite, il y avait d'autres mesures, notamment sur les personnes qui sont en revenu social d'activité, le RSA, etc. Alors, où est-ce que vous en êtes? Parce que moi, j'ai compris qu'il y avait eu 3,4 millions d'euros en collaboration, l'État et la collectivité. L'État a mis 1,2 million. Vous avez fait un bilan, c'était fin 2021. On a fait une convention triennale, en fait, pour vous expliquer. Fin 2021. Donc la collectivité a mis un peu plus, l'État a mis 30%. Et là, nous attendons la loi de finances. D'accord, M. Médor, il fait un... M. Médor, comme moi, attend, je suppose, la loi de finances pour savoir quelle convention, où là, nous voudrions aller sur la précarité énergétique, parce que ça va être là aussi un véritable enjeu, vu le contexte international, des quelques mois à venir. Didier Médor, vraiment, vous êtes commissaire, vous, en charge de la lutte contre la pauvreté, donc de ce fameux plan national initié par Emmanuel Macron en 2018. Effectivement, vous avez financé beaucoup de choses. Il y a eu des financements pour ces deux projets, il y a eu des financements pour les associations comme le Secours populaire, etc. Tout le monde. Vous avez un bilan de votre action ? Oui, de l'action des services de l'État. Oui, mon action. Ça. Moi, je coordonne effectivement les politiques de lutte contre la pauvreté de l'État en Corse. Première chose d'abord, qui est important de savoir, l'État intervient au titre de la solidarité nationale, sur l'hébergement d'urgence. La très grande pauvreté dont on parle, c'est une compétence nationale. C'est à peu près, en Corse, il faut le savoir, à peu près 8 millions d'euros par an de dépenses de l'État. Au-delà des sujets dont on a parlé, de l'Aller vert, et de Pays et d'Ilogne, qui est une initiative de l'État, mais qui était accompagnée par la collectivité, par la CAPA, par la ville d'Ajaccio, par la CEPAM également, donc en étroit partenariat, il faut le dire, c'est très important. Au-delà de ça, effectivement, donc 8 millions d'euros par an. On va dire, c'est l'action droit commun. C'est un droit commun, voilà, c'est un peu plus de 1000 places d'accueil, d'urgence, en hébergement, en logement sociaux, très sociaux pour des personnes en difficulté. Il y en a à peu près 1000 en Corse. On est arrivé à ce chiffre de 1000 parce Oui, on est à peu près à 1000 places. 8 millions d'euros par an. Ça, c'est ce qu'on appelle donc effectivement le droit commun. Et ça vient, si vous voulez, en complément de l'action sociale qui est menée par la collectivité de Corse en tant que chef de file, mais aussi par les intercommunautés et les communes qui ont aussi une compétence sociale résiduelle. Donc ça vient s'ajouter pour les cas les plus difficiles. Et puis on a la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté depuis 2018, effectivement, qui a mis à peu près 4 millions d'euros entre 2019 et 2022, c'est-à-dire en 4 ans 1 million d'euros par an,
Donc ça rajoute 12% de crédit par rapport au droit commun, donc c'est un montant extrêmement important à l'échelle de la Corse. Et là, cet argent, il est venu abonder, d'une part, la collectivité de Corse à travers la contractualisation dont a parlé Bianca Faz, mais également les communes et intercommunalités, puisqu'on a financé de l'accès aux droits sur Bastia et sur Ajaccio, le CCAS de Bastia et le CIAS d'Ajaccio. Et puis on finance aussi les associations qui sont aussi un acteur important. Donc voilà à peu près 8 millions d'euros par an en droit commun de l'État et 4 millions d'euros spécifiquement depuis 4 ans au titre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Et côté collectivité de Corse, qu'est-ce qu'a donné le plan qui a été voté en 2017 ? On en est où de sa mise en œuvre ? Nous accompagnons les actions qu'a défini Didier Médor et surtout, nous avons augmenté le budget de l'action sociale énormément, une augmentation de 30% depuis 2018. Vous êtes à combien maintenant ? Vous parliez de 170 millions 179 millions. On est actuellement, là, 2022, à 210 millions. Et pour 2023, il est prévu 220 millions. Donc une belle augmentation, en effet. Surtout, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, la prévention, et notamment sur les enfants, on en parlait. Je crois que si on veut sortir de la grande pauvreté, de la misère. Hormis ces personnes qui arrivent et qui ne sont pas identifiées, il faut passer par les enfants. Vous le rappeliez, un enfant sur 4 sous le seuil de la pauvreté, donc c'est pas admissible. On a vraiment des actions là, de prévention. Vous parliez des femmes dans la rue, on a le projet de Notre-Dame, le foyer Notre-Dame ici sur Ayache, où ça sera un accueil, un centre maternel pour les mamans et pour les enfants, donc, parce que là, pour l'instant, c'est le CHRS d'Ajaccio qui s'en charge. Donc, vous voyez vraiment un grand enjeu de prévention et un accent sur la politique sur l'enfance, où vraiment on a développé beaucoup de politiques sur la parentalité. Bon, bien sûr, un donc déjà qu'aujourd'hui, l'un et l'autre, vous trouvez que vous avez les moyens pour faire une politique sociale digne de ce nom et aller vraiment chercher les gens qui en ont besoin. Pourtant, je crois savoir que le Fonds social européen n'a pas été totalement utilisé. Donc ça, c'est des fonds européens qui prévoyaient, je crois, 10 millions d'euros pour la période de 7 ans. Qu'en est-il ? Et qu'en est-il de ces fameuses actions communes Calpae, je crois, où j'ai compris qu'il y avait à peu près 30% d'actions qui n'avaient pas été, 30% de fonds qui n'avaient pas été utilisés, qui n'avaient pas été engagés. Est-ce qu'il y a des problèmes aussi d'organisation de votre travail ensemble ? Est-ce que vous êtes bien coordonnés ? Parfois, je dois dire, et pas par les personnes qui sont là, on entend dire que les associations ont du mal à trouver les bons acteurs. Et est-ce que la coordination entre l'État et la collectivité de Corse sur les questions sociales marche à fond ? Je vais répondre. Vous êtes obligé. Je vais répondre avec plaisir. Bien sûr que la collaboration, elle est permanente et quotidienne avec la collectivité, avec les autres acteurs, encore une fois. Le sujet de la coordination des acteurs pour lutter contre la pauvreté, de mon point de vue, elle est essentielle. Elle est essentielle ou elle fonctionne ? Elle fonctionne, elle est essentielle. On a encore beaucoup à améliorer. On n'est pas obligé de faire de la langue de bois tout le temps. On a encore beaucoup à améliorer. Mais vous savez, on a amélioré la coordination même en interne services de l'État. Je le dis très tranquillement ici, parce qu'on a plusieurs services qui travaillent sur les sujets. Moi, je coordonne ça et je considère qu'on a beaucoup encore à améliorer. Et moi-même, en interne État. Donc, je ne veux pas dire que c'est magnifique partout. Il faut qu'on ait cette culture. Je considère que la lutte contre la pauvreté, encore une fois, sans mesures supplémentaires, sans nécessairement plus de crédits, si on améliore fortement la coordination entre tous, ce n'est pas la question de l'État et de la collectivité. C'est la question de l'État et ses opérateurs sociaux, de la collectivité de Corse, des communes et des intercommunalités, des acteurs associatifs, et d'intégrer aussi et d'embarquer avec nous les personnes concernées, ces personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont on découvre là, l'extrême pauvreté. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'acteur ? Je sais que c'est difficile pour vous de dire la totalité de ce que vous pensez peut-être, parce que vous êtes aidé et subventionné par les institutions. Est-ce que vous trouvez que la coordination, l'action ensemble pour cette politique sociale, de la grande pauvreté, mais même jusqu'à la pauvreté, on va dire, classique, vous pensez que ça marche bien ? Vous, par exemple, dans votre projet, bientôt, vous travaillez seul dans le Plaine orientale. C'est là que je voulais en venir. Moi, on m'a missionné pour aller vers les personnes en grande précarité. Là, j'arrive, comme je suis seule sur l'équipe mobile, pour une équipe, c'est curieux d'être seule, mais en tout cas, c'est le cas. Moi, j'arrive un peu, à saturation de ce que je peux faire, et je pense que je vais trouver d'autres personnes, mais je vais être beaucoup moins efficace dans mes actions parce que
Parce que vous êtes seul. Je ne peux pas traiter tous les dossiers en temps, en heure. Et donc là, moi, j'arrive à saturation de ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, effectivement, on aurait besoin d'autres moyens pour pouvoir travailler mieux. Et trouver ces gens-là, en tout cas, une fois qu'ils sont repérés, être mieux aidés et mieux orientés vers tous les organismes qui existent et qui font leur boulot. Mais là, moi, je sais qu'on ne peut plus. Vous ne pouvez plus, là, vous êtes arrivé en limite. Oui, Didier Médeau. Non, mais la question qui est posée, c'est vraiment ce sujet-là, c'est le sujet non seulement de la coordination et de l'articulation, parce que dans la plaine orientale, il y a aussi des communes, certaines ont des CCAS, c'est ce qu'on appelle le droit commun, et des assistants sociaux ou des travailleurs sociaux. Et à un moment donné, il va falloir qu'on trouve le bon équilibre entre l'intervention de la collectivité de Corse, l'intervention des travailleurs sociaux, des communes ou intercommunalités et les acteurs associatifs. Moi, je considère que le travail qui est fait par Fratellanz, notamment à Bastia, mais aussi à travers l'équipe d'Aller Vers, du Cap jusqu'à la plaine orientale, il est exemplaire. Et vraiment, ils font un travail extraordinaire. Mais à un moment donné, il faut poser la question de dire que doivent faire les travailleurs sociaux, encore une fois, de la collectivité, les AS de secteur, mais aussi des communes. Qu'est-ce qu'il faut prendre en main? Il y a des questions de domiciliation administrative, d'ouverture de droits sociaux, bien sûr l'accès aux soins. À un moment donné, les associations ne peuvent pas non plus tout faire. Ou alors elles vont être un nouveau CCAS sur un territoire plus large. Donc il va falloir effectivement, dans un prochain temps, travailler. Sourire, Florence. Pourquoi pour qu'ils puissent faire vraiment le cœur de leur métier, qu'ils savent faire mieux peut-être que nous, acteurs publics, c'est-à-dire d'aller vraiment physiquement rencontrer ces personnes qu'on a plus de mal à percevoir, nous, en tant qu'acteurs institutionnels. Alors, c'est toujours ce fameux débat entre service public ou association. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence? Je vous vois hocher de la tête. Non, mais j'entends qu'il y ait des CCAS dans le secteur concerné, là où je vais. Il n'empêche que moi, ma réalité du terrain, c'est que j'ai encore des personnes qui viennent me demander des domiciliations en me disant « Ah oui, mais là, on ne me la fait pas. » Domiciliation, c'est une adresse. C'est d'avoir une adresse. Une adresse, voilà, pour recevoir du courrier, pour faire toutes les démarches administratives. On demande des adresses. Bon. Alors, même si ça existe, effectivement, et peut-être ces gens-là sont débordés aussi, peut-être, je ne sais pas. Après, je ne peux pas rentrer dans le... Moi, je sais ce que je reçois comme personne, et c'est des personnes qui viennent me demander des domiciliations, alors que sur le secteur, il existe déjà quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour juger de ce que font les gens sur le secteur. Après, j'essaye de coordonner, parce que je suis en lien, j'essaye de me mettre en lien, moi, avec tout ce qui existe déjà sur le terrain, ne serait-ce que pour orienter les personnes. Mais toutes ces personnes que j'oriente ne vont pas directement. Donc moi, c'est pouvoir les capter et pouvoir les accueillir dans un lieu où on puisse les redispatcher et que chacun fasse son travail comme il se doit. Yona, je voulais aussi vous poser à vous la question, en tant qu'acteur social, comment vous jugez l'efficacité de l'organisation des services publics, de la collectivité ou de l'État sur la question du soutien et même de la dynamique de l'action sociale en Corse? Alors nous, on ne vit pas les mêmes réalités à Ajaccio, à Bastia. De mon point de vue, alors je ne sais pas si je suis le plus à même à répondre à cette question, mais de le ressenti sur le terrain en tant que travailleur social, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Voilà. On a une histoire interassociative et aussi avec les collectivités, par exemple les abris de nuit qui ont été mis en place depuis 2004, ça s'est fait avec le CIAS notamment d'une manière extrêmement resserrée. Je veux dire, on est en lien avec la collectivité dans le travail social en permanence. Après, les services de l'État... moi, de là où je suis, il n'y a aucun souci particulier. Oui. Après, la question des moyens, c'est toujours pareil. On n'a jamais assez des moyens. Mais, donc, moi, je voudrais revenir 2 minutes. Vous posiez la question de la CalPAUS, c'est ce qu'on vous expliquait. Oui, c'est la convention avec l'État. Entre l'État et la collectivité. Après, je pense qu'au niveau de la collectivité, on a réussi, en tout cas sur Ajaccio, avec la clé, à sortir d'une logique de guichet à vraiment un partenariat. Il y a des rencontres qui sont très fréquentes. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on présente un portail des acteurs sociaux qui est attendu depuis longtemps, sur lequel c'est vrai que ça fait quelques mois, mais entre le Covid, etc., et des manques de RH, et ça va être important, même pour vous, parce que ça permettra de mettre tout le monde en lien. Et c'est un grand enjeu, parce qu'il faut que... ça sera numérique aussi, parce que ça ne sera pas que
que du présentiel, mais ça permettra de les mettre tous en lien. Et c'est un portail qui est financé à 50% par l'État. Voilà, donc vous allez le dire. Donc comme quoi on est complémentaires. C'est exactement, parce qu'il faut vraiment... C'est une demande d'ailleurs des associations. Hein. On s'est fait vraiment le... Autre question que j'avais... Est-ce qu'il y a une DGA normalement à l'Assemblée, à la collectivité de Corse qui gère ce dossier vraiment social? Est-ce que c'était un poste en intérim depuis plus d'un an? Non, ça y est. Il y a la DGA et puis il y a une DGA adjointe, donc bien sûr. Et le social, c'est vrai que c'est 800 agents quand même au sein de la collectivité, donc c'est énorme. Après, comme vous dites, c'est vrai qu'il doit certainement y avoir des manques, hein, notamment sur la domiciliation. C'est vrai qu'il y a des associations qui s'en emparent aussi, à qui qu'on subventionne pour faire ce travail. Parce que les travailleurs sociaux n'y arrivent pas toujours. Mais voilà, je voudrais mettre un point d'honneur à dire que moi, je ne remets pas en question le travail de chacun dans leurs institutions. Voilà, moi, je vais à l'encontre des gens et j'ai des demandes et j'essaye de répondre à leurs demandes et de les orienter au mieux. Voilà, aujourd'hui, ça devient compliqué parce qu'ils sont très nombreux. Et on va vers la conclusion de cette émission. Pierre Savali, réalisateur, vous avez entendu les acteurs du terrain qui, tous les jours, travaillent sur un sujet. Je dirais que sur cette deuxième et cette fin de débat, en fait, je pensais à Marius et à Abdel, et je me dis comment eux vont entendre ces histoires de millions, de centaines de millions et de machins de milliards qui sont nécessaires et qui sont là, et je ne remets absolument pas ça en cause, mais vraiment, je pensais à eux en me disant, ils doivent se dire, ils sont où ces milliards? Parce que j'imagine que de leur place à eux, c'est une question qui doit submerger. Et dernier mot quand même, je sais qu'on est short, mais je crois que c'est moyen, mais c'est humain, c'est les humains. C'est les gens qu'ils ont en face qui sont très très importants aussi. Justement, on va donner la parole à Abdel, puisque vous en avez parlé pour clore ce débat. Ça ne sera pas tout à fait le mot de la fin, mais on l'écoute. On écoute ce dernier témoignage. Toi, tu travailles le matin pour quelque chose, pour enseigner, on est d'accord. Ça te fait tu te niques le cerveau à bouquiner, à apprendre à tes élèves, ça leur apporte quelque chose. Au moins, à l'école, ils vont aller loin. Et toi, tu te réveilles le matin, tu es dans la rue, tu vas apprendre quoi dans la rue? Tu connais la routine. Tu vas apprendre quoi de bien? À manger un sandwich, une boîte de pâté. C'est ça la vie. Oh tiens, Pierre. J'ai répondu à ta phrase. J'ai dit voilà. Est-ce que tu penses que ma question était conne? Non, pas conne. Mais voilà, moi, dis-le. Non, parce que moi, le matin, tu te réveilles pour quelque chose, une motivation. Elle est où notre motivation, nous? Voilà, Abdel aura le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci Pierre Savali de nous avoir proposé ce travail. À bientôt.